Dès lors, lorsque ce rapport a été publié, il a été élaboré et ça a donné lieu à une norme qui a été publiée en janvier de cette année, c'est tout récent, la X30053, la NF X30053. Cette norme a été élaborée quasiment à la demande de la plateforme, mais également d'un syndicat professionnel regroupant les organismes d'évaluation, de certification, d'inspection, etc. Et ce document, tout comme d'ailleurs le rapport de la plateforme, précise quelles sont les composantes d'un label crédible. Il y en a 5. Et je vais venir dessus pour expliquer comment et qu'est-ce que c'est que le label engagé RSE. 5 composantes qui sont le référentiel d'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue finalement? Et ça, c'est important parce qu'il faut que les critères soient suffisamment exhaustifs et notamment dans ces critères qu'on analyse autant des pratiques d'entreprise que des résultats et donc des indicateurs. L'échelle de maturité, parce que dès lors qu'on labellise, on est bien en train de traduire ça en termes de conclusion sur des éléments de maturité et de performance. Donc, comment on note? La méthodologie d'évaluation, c'est-à-dire évaluation sur site, d'accord, mais qui j'interroge? Si je me contente simplement d'interroger le dirigeant de l'entreprise, ça ne va pas. Donc j'interroge des parties prenantes internes et externes. Et la compétence de l'évaluateur fondamentale, c'est-à-dire quel a été le processus de qualification pour s'assurer de manière transparente que l'évaluateur qui vient sur site, finalement, a la compétence requise pour évaluer l'entreprise. Voilà, et après, tout ce qui est lié au processus. Comment est construit le label engagé RSE? Eh bien, il répond à ces différents principes, à savoir que vous avez un cahier des charges, et ce cahier des charges, vous allez avoir plusieurs disciplines. Elles sont aussi représentées à gauche, vous avez 8 disciplines, alors qui varient un peu, il y a juste un ajustement pour les structures de moins de 50 salariés, parce qu'on labellise, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a labellisé un cabinet d'une seule personne. Eh bien, quelles sont ces disciplines? On va regarder tout ce qui relève de la stratégie et de la gouvernance de l'entreprise. On regarde comment l'entreprise déploie sa démarche RSE, c'est le chapitre 2. Le chapitre 3, on est sur le capital humain, c'est-à-dire on va aborder tout ce qui va être conditions de travail, relations, dialogue social, compétences, égalité homme-femme, lutte contre les discriminations, diversité, etc. Dans le chapitre 4, on est sur le cœur de métier de n'importe quel candidat au label, à savoir qu'on va analyser la façon dans ces modes de production et de consommation, la façon de prendre les enjeux sociaux et environnementaux dans ces modes de production et de consommation. Voilà. Et vous comprenez bien que si je suis un cabinet d'avocats, si je suis un cabinet d'expertise comptable, si je suis un fabricant de turbines ou je suis une entreprise du BTP, les modes de production sont totalement différents. On va analyser comment, dans la façon de produire, je prends en compte ces aspects-là. Et le chapitre 5 est lié à l'ancrage territorial, tout ce qui est communauté locale, comment l'entreprise comprend les enjeux des territoires sur lesquels elle est implantée ou du territoire sur lequel elle est implantée et comment elle contribue à ces enjeux, qu'ils soient sociaux, économiques et environnementaux. Et les chapitres 6, 7, 8 ne traitent, eux, que des aspects d'indicateurs. Et là, on regarde le niveau de performance obtenu en termes de consommation d'eau, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. La grande différence qu'il y a pour les structures de moins de 50 salariés, c'est qu'autant on a un chapitre 6, un 7 et un 8 distinguant les indicateurs sociaux, environnementaux, économiques, autant pour les structures de moins de 50 salariés, on fusionne ces chapitres en un seul chapitre et on regarde vraiment les indicateurs, je dirais, stratégiques et significatifs au regard de l'activité de l'entreprise. Voilà. Tout cela, ça donne quoi? C'est associé à une méthode de scoring. Et la méthode de scoring permet d'attribuer des points que vous avez ici sur chacun des chapitres. Et donc, pour le chapitre 1 sur la gouvernance, c'est 140 points. Vous avez 6 critères d'évaluation. Le nombre de points, alors c'est pondéré de la même façon. Donc, j'ai 140 points pour 6 critères. Donc, chaque critère pèse 140 divisé par 6. Comme ça qu'on fait. Et on va avoir une méthode de scoring associée à ça. Quelle est notre méthode de scoring? Alors, quand j'évalue les pratiques, ce que je vais faire quand j'évalue ces pratiques, c'est que je vais m'assurer que ce qui est proposé par l'entreprise en termes de pratiques est suffisamment robuste et intégré à la culture et à la stratégie de l'entreprise. Je vais regarder si ce que l'entreprise fait aujourd'hui sur un des critères, est-ce qu'elle le déploie bien systématiquement dans tous les domaines concernés et pour toutes les personnes concernées?
et est-ce que c'est efficace? Je donnerai un exemple juste après. Et ensuite, je regarde sa capacité à faire évoluer les choses pour toujours s'améliorer. C'est ce qu'on appelle la culture de l'apprentissage et de l'amélioration. C'est comme ça que je vais scorer les pratiques. Comment je vais scorer les indicateurs? Je vais m'assurer de la bonne mesure sur chaque indicateur. C'est-à-dire, est-ce que je couvre bien le champ? Est-ce que j'ai défini des cibles pertinentes par rapport à mes enjeux? Et est-ce que mes tendances sont favorables pour atteindre l'objectif que je me suis fixé? Troisième volet, on va regarder, est-ce que je suis capable d'expliquer le lien de cause à effet qu'il y a entre les résultats que j'obtiens, les tendances que j'observe et ma capacité ou non à atteindre ma cible? Et comment je benchmark après pour tout le temps m'améliorer et chercher les cibles qui sont les plus pertinentes parce que le monde évolue. Quand je vous dis ça, je vais vous donner un exemple. Si je prends par exemple le chapitre 2 sur déploiement de la démarche RSE, on va vous interroger à un moment donné qu'est-ce que vous faites concrètement en termes de communication interne pour sensibiliser vos collaborateurs? Vous voyez? Et ça, c'est important pour vous, c'est qu'une démarche de labellisation, vous avez quasiment rien à préparer. Alors, si ce n'est parfois vous entraîner ou préparer des choses pour ne pas avoir une trop mauvaise note, mais en tout cas, vous n'avez rien à préparer contrairement à une certification. Puisque la posture de l'évaluation, c'est de recueillir un maximum d'informations et ces informations vont me permettre de me faire le jugement le plus pertinent et objectif sur la performance de vos pratiques, de processus, etc. Donc, ma posture à chaque fois, c'est racontez-moi ce que vous faites. Et là, concrètement, sur l'exemple que je vous donne, comment vous faites pour sensibiliser vos collaborateurs? Prenons un exemple, je sais pas, je suis une entreprise de 150 personnes et je raconte, tiens, j'ai rédigé un petit livret qui explique ma démarche RSE, etc. Donc là, ce que l'on cherche à faire dans le système de notation, déjà, c'est comprendre la pratique. Donc, on va interroger l'entreprise. Qu'est-ce qui vous amène en termes de culture d'entreprise à vous dire que pour sensibiliser 150 collaborateurs, je fais un livret qui présente ma démarche. Et donc, l'entreprise va raconter. Très bien. On va regarder ensuite comment c'est déployé. Donc, on va poser la question, d'accord, vous avez 150 collaborateurs, comment vous faites pour déployer ce que vous avez dit comme pratique, c'est-à-dire j'ai fait un livret, etc. Donc là, on va regarder comment l'entreprise mesure son déploiement, qu'est-ce qu'elle pratique, etc. Alors, je vous donne du vécu. Hein. Tiens, j'ai remis ça dans le cas d'un salaire mensuel ou tiens, j'ai mis ça sur l'intranet. On va regarder l'efficacité. Et vous savez, l'objectif, c'est quoi? C'est de sensibiliser mes collaborateurs. Et j'ai décidé de faire un livret. Et ben, nous, on va poser la question, d'accord, mais combien de collaborateurs ont lu votre livret? Alors là, souvent, il y a quelques blancs. Et puis, on va poser une autre question, c'est éventuellement, s'il y a beaucoup de collaborateurs qui l'ont lu, eh bien, est-ce qu'ils ont compris ce qu'il y a marqué dedans? Et là, quand on interroge, par exemple, la responsable communication dans une entreprise, on va également aller interroger les salariés pour confronter un peu les points de vue, pour s'assurer que finalement, ce qui a été fait par l'entreprise est efficace. Il se trouve qu'en l'occurrence, si on cible l'entreprise que j'avais en tête, c'était pas très efficace parce que manifestement, le message passait pas dans le livret. Alors, au contraire d'une autre entreprise qui fait des petits déjeuners régulièrement, une entreprise de 60 personnes, eh bien, quand vous interrogez les collaborateurs, ils savent tous vous parler des enjeux RSE et la démarche RSE de l'entreprise parce qu'ils font beaucoup de rituels, petits déjeuners, séminaires, etc. L'été, voilà. Donc, vous voyez que là, on confronte bien les pratiques à la performance de la pratique et son lien avec la RSE. Je pourrais vous donner un autre exemple, toujours sur un exemple sur mode de production de consommation. Comment vous sélectionnez vos fournisseurs au regard de critères socio-environnementaux? Imaginez une entreprise qui vous dit, nous, on sélectionne systématiquement nos fournisseurs. On a établi une grille d'analyse avec des critères socio-environnementaux. Très bien. Vous avez combien de fournisseurs? On en a 500. Et alors, du coup, vous l'avez appliqué sur combien de fournisseurs aujourd'hui, cette grille? Pour l'instant, que 150, mais pas les 500. On va noter en conséquence. C'est ça que j'appelle la pratique déployée systématiquement dans tous les domaines et pour toutes les personnes concernées. Vous voyez, c'est un peu cette méthode. Je ne rentre pas dans le détail, hein, vous pouvez aller sur notre site. On a nos guides d'évaluation sont accessibles gratuitement sur notre site. Tout est gratuit pour accéder au cahier des charges, les guides d'évaluation, les livres blancs, etc. Je vous donne un autre exemple sur les indicateurs. Vous pourriez vous dire, mais comment ils vont noter les indicateurs? C'est simple. On va demander à l'entreprise, déjà, on va prendre un domaine, je sais pas, je suis dans un aéroport, consommation d'eau. Présentez-nous vos consommations d'eau dans l'aéroport.
Imaginez, on vous présente que uniquement les consommations d'eau des toilettes hommes et femmes. Vous allez dire, bah non, c'est pas exhaustif. Donc là, on s'assure que le niveau de mesure permet de couvrir l'ensemble du champ concerné, à savoir la consommation d'eau. Deuxième volet, on va poser la question, quel est par rapport à cette consommation l'objectif que vous fixez aujourd'hui? Et donc, on va demander la cible. Et là, l'aéroport qui me répond, ben, moi, j'ai décidé de moins 10% dans les 3 ans à venir, etc. Et là, je pose la question, mais sur quelle base vous êtes fixé pour dire que moins 10% était quelque chose de pertinent? Donc là, on nous présente des bases de données européennes. Je passe l'étape pour aller très vite, hein. Et on va regarder un deuxième volet, par rapport au moins 10% dans les 2 à 3 ans à venir, quelles sont les tendances que vous observez? Est-ce qu'il y a une baisse ou pas de la consommation d'eau? Et donc là, on va regarder finalement les valeurs obtenues sur 2 ans, 3 ans ou sur 6 mois, 9 mois, etc., pour confirmer qu'il y a bien des baisses de consommation d'eau. Et on va interroger l'entreprise pour qu'elle nous explique pourquoi elle est en capacité d'atteindre la cible ou pourquoi elle n'est pas en capacité. Parce que parfois, on observe que j'ai décidé de réduire de 10%, mais j'y arrive pas, c'est que 1% par an. Dans les 2 à 3 ans, je ne serai pas à moins 10%. Et bien là, il faut que l'entreprise vous explique. Parce qu'on va noter à un moment donné l'entreprise sur cette capacité à faire le lien de cause à effet. Voilà le système de scoring. Donc, vous voyez qu'on va balayer un cahier des charges avec un ensemble de critères où on pose des questions à l'entreprise. Racontez-nous ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur la stratégie? Comment vous hiérarchisez vos enjeux? Quelle est votre vision du développement durable, etc. Comment vous déployez votre démarche RSE? Pour chacun des critères, on va noter l'entreprise avec ses niveaux de pondération par chapitre. Et à la fin, ça va vous donner une note sur 1000 points. Et en fonction de cette note, vous allez obtenir le label engagé RSE avec une mention différente.